Dans le schéma d'un monde en constante mutation démographique, l'Afrique se positionne comme un carrefour crucial. Avec une population jeune et en pleine expansion, le continent fait face à des défis démographiques. Sans précédent, l'urbanisation rapide, le besoin d'éducation et de formation professionnelle, ainsi que la pression sur les ressources naturelles, exigent une réinvention des politiques publiques et des stratégies économiques. Dans ce numéro d'Afrique 2050, nous explorerons les différentes manières dont les États africains peuvent s'adapter à ces défis et quel modèle de développement peut être adapté pour transformer ces défis en opportunités et garantir une prospérité à la génération montante, à cette génération jeune, celle de l'Afrique. Ce soir, nous parlerons bien sûr de comment est-ce que les États africains doivent se réinventer face aux défis démographiques. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Serge Nedro. Il est le président de la Chambre de commerce canado-africain, également économiste de formation, un grand furie de l'actualité internationale. Bonsoir M. Serge. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de Afrique 2050 sur SNTV. Content de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là et de partager mes connaissances avec l'Afrique et surtout la jeunesse africaine. Alors, en 2050, la population africaine passera en 2050 à 2,5 milliards d'habitants, ce qui entraînera bien sûr d'énormes défis pour le continent. Alors, comment les États africains peuvent-ils se réinventer face à ces défis? Et la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quels sont, selon vous, les principaux défis démographiques auxquels les Africains ou les États africains seront confrontés d'ici l'horizon 2050. Merci. Je pense que dans un premier instant, il faut que les Africains puissent comprendre, évidemment, ce que c'est que la démographie ou la puissance démographique. Et la démographie, comme on le sait, c'est l'augmentation de la population active d'un pays, ou soit, je veux dire, soit l'augmentation, soit le déclin, hein, ce qu'on peut appeler la diminution. Donc, on parle ici de transition démographique lorsque on sent qu'on passe d'une génération de population active à une génération de population vieillissante qui ne peut pas évidemment travailler. Ceci dit, nous sommes dans un continent qui croît tous les jours et donc qui a une croissance démographique très élevée. Actuellement, l'Afrique est autour d'1,5 milliard d'habitants, donc qui fait aux alentours de 17 aux alentours de 18% de la population mondiale. Et les données de la Banque mondiale démontrent que l'Afrique va continuer de connaître une nette croissance de sa population active, parce que la population africaine est essentiellement jeune. Et donc, cette population, les données de la Banque mondiale prédisent que cette population, d'ici 2050, va passer à près de 2,5 milliards d'habitants. Donc, on voit évidemment une grande population qui est jeune, qui est active, et donc qui peut être source de puissance pour l'Afrique, évidemment. Et il faut dire que, partant de cela, l'Afrique va devenir pratiquement un quart de la population mondiale. Et qui parle de grande population, parle de puissance également. Et je voudrais citer ici l'économiste Jean Baudin qui dit qu'il n'y a de puissance que de population active pour les nations. Donc il compare évidemment la puissance démographique à la puissance économique ou à la croissance économique et ainsi de suite. Donc cela est très important et je pense que c'est un enjeu majeur pour les Africains. Et les Africains devaient commencer tout de suite à se projeter sur un agenda 2050, à avoir toutes sortes de réflexions pour voir évidemment quelles sont les politiques publiques qui peuvent être mises sur pied. Ceci dit, il faut dire qu'au nombre des politiques publiques, il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans un premier instant, pour dire un peu les premières grandes lignes, et puis peut-être que nous allons démontrer au fur et à mesure de vos différentes questions, il faut dire qu'au nombre des politiques publiques, il y a d'abord, pour moi, l'enjeu majeur, c'est que les Africains puissent repenser, les États puissent repenser leur appareil étatique. Voilà. Parce que qui dit une grande population dit également qu'il faut forcément façonner l'État
pour que l'État puisse répondre à cette grande population. Parce que si on a une démographie énorme, ça dit quelque part qu'il peut se poser des problèmes, j'ai envie de dire, de chômage, il peut se poser des problèmes d'alimentation, il peut se poser des problèmes d'infrastructure, il peut se poser des problèmes même des services de l'État à ces populations. Donc, il faut que l'État soit repensé, il faut que les politiques publiques soient repensées. Et quand je dis qu'il faut que l'État soit repensé, évidemment, les États africains font déjà ce qu'on appelle la digitalisation des services, mais on doit aller au-delà des questions de digitalisation des services. Il faut maintenant avancer vers, par exemple, ce que j'appelle les États plateformes, pour permettre à ce que bon nombre des services de l'État soient, sinon l'État lui-même soit, par exemple, une plateforme, une plateforme que tout citoyen aura dans son appareil téléphonique, et qui pourra exercer ou bien faire mention de tout service à n'importe quel moment. Et ça se passe déjà partout dans le monde. Ça se passe en Ukraine, ça se passe en Russie, ça se passe en Angleterre. Donc on sent vraiment que les États sont en train d'être transformés. Donc on passe en réalité d'un État stylo à un État plateforme. Donc ça, on peut en parler. Par exemple, aussi, un autre point important, il faut des politiques pro-business, comme je le dis souvent. Il faut des politiques pro-business parce qu'une grande population active, mais qui ne fait rien, peut entraîner un certain nombre de crises, ça peut entraîner l'insécurité, ça peut entraîner l'immigration. Donc, il faut des politiques pro-business qui vont essayer d'absorber le chômage, le taux de chômage et créer donc l'emploi pour cette jeunesse africaine qui va partir de croissance en croissance. C'est très important. Et puis, l'autre élément qui est important, le troisième et le dernier élément, il faut une politique d'immigration assez importante parce que qui dit évidemment une croissance démographique, vous allez voir que si on ne crée pas les conditions d'employabilité de cette population active, de cette jeunesse africaine, vous allez constater qu'à un moment donné, cette population va vouloir immigrer vers les pays européens, et ainsi de suite. Donc, il faut une véritable politique d'immigration qui va essayer de retenir les talents africains en Afrique et qui va essayer de donner aux Africains la possibilité, par exemple, de créer des entreprises, la possibilité, par exemple, de voir le financement de leurs projets, ainsi de suite, et la possibilité de donner le meilleur à leurs différents États et de servir leur nation, tant au plan civil comme au plan militaire ou à tous les niveaux. Donc voici un peu quelques politiques publiques dont je peux parler tout de suite, quelques grandes lignes de politique publique, et je pense que c'est aux États africains de commencer déjà à anticiper ce grand changement du monde qui arrive, cette grande démographie, cette grande croissance démographique qui arrive, et les États africains, je pense que si ces États commencent à le faire, elles pourront évidemment relever le défi démographique africain qui approche à grands pas. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. Vous avez parlé justement de l'employabilité, bien sûr, de la jeunesse. Alors, quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour créer suffisamment d'emplois pour cette jeunesse montante? Il y a beaucoup de mesures, évidemment, mais je voudrais quand même me dire que on a une notion en Afrique, une manière de comprendre l'économie en Afrique qui est un peu, je veux dire, différente de ce qu'on a comme théorie économique basée sur l'employabilité. Évidemment, en Afrique, on a comme l'impression que c'est à l'État d'absorber évidemment toute la jeunesse ou le chômage en question. Non, ce n'est pas l'État qui absorbe. L'État crée des conditions pour que les entreprises privées, pour que le secteur privé puisse absorber le taux de chômage, évidemment, qui est très élevé en Afrique. Mais nos États africains ne créent pas les conditions, vous voyez, pour permettre au secteur privé de pouvoir créer, absorber, créer de l'emploi et absorber le taux de chômage qui est très élevé, qui est très endémique dans nos pays africains. Donc, ce qu'il faut faire, dans un premier instant, évidemment, c'est de créer un environnement d'affaires, un environnement propice aux affaires dans le secteur privé. C'est-à-dire, par exemple, faire de telle sorte que la création d'entreprises devienne très fluide, voilà, faire de telle sorte que l'environnement juridique
évidemment, des affaires soient un environnement juridique équitable, valable, et que ça ne soit pas simplement un État central, je veux dire, qui dirige tout à la fois. Parce que la société africaine est habituée à ce qu'on appelle une société verticale, alors qu'il nous faut une société horizontale où tout le monde peut avoir raison sur tout le monde, vous voyez un peu, et où tout le monde, je veux dire, peut tenter une action et gagner un procès, par exemple. Donc, il faut un environnement juridique équitable, valable, vous voyez, qui puisse permettre aux entrepreneurs africains ou aux membres de la diaspora ou aux investisseurs du monde de venir faire des affaires en Afrique. Et puis, un autre élément qui est extrêmement important et qui est au plan financier, c'est que l'État doit permettre le financement d'un certain nombre de projets des jeunes. Donc, par exemple, je parle ici de la création, par exemple, de ce qu'il appelle une banque d'affaires, une véritable banque d'affaires. Donc pour vous, M. Nedro, nous ne sommes pas dans un État égalitaire. Ouais, nous ne sommes pas dans un environnement juridique égalitaire parce qu'aujourd'hui, en réalité, comme on le dit, les trois pouvoirs devaient être dissociés. Le pouvoir exécutif, comme le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire, je veux dire. Oui. Voilà. Ces trois pouvoirs, pouvoir parlementaire ou pouvoir législatif, ces trois pouvoirs doivent être dissociés en réalité. Mais nous voyons qu'en Afrique, en tout temps, c'est que nous voyons en Afrique, nous voyons que les deux autres pouvoirs sont commandés par le pouvoir exécutif. Donc, ce qui fait que les différents pouvoirs n'ont pas la possibilité de démontrer leur indépendance sur le terrain. Donc, l'environnement juridique n'étant pas équitable et que la société est donc une société verticale, centralisée, vous allez comprendre tout de suite qu'il va arriver un moment où le pouvoir judiciaire n'est plus libre de lire le droit tel qu'il faut, et cela fait peur aux investisseurs, vous comprenez? Et c'est un élément majeur qui fait peur aux investisseurs et qui fait que les différents investisseurs qui sont à l'étranger, qui sont à l'international, ont souvent du mal à venir investir en Afrique parce qu'ils disent que le doing business en Afrique n'est pas évidemment bien fait comme il se doit, surtout dans son cadre légal et juridique. D'accord, M. Nedro, nous étions justement à la dernière question. Avez-vous un message de fin à adresser? Mon message de fin, il s'adresse, j'ai envie de dire, à nos politiques, aux hommes d'État actuels et surtout aux hommes d'État à venir. La classe dirigeante à venir, la jeunesse africaine qui va diriger demain dans les années 2030, 2040, 2050. Il est important que cette jeunesse ou cette classe dirigeante montante comprenne ou prennent en main la notion de la démographie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous voyez tout de suite, l'Union européenne vient de dire, par exemple aux Américains, dans la crise que nous vivons, vient de dire aux Américains que l'Union européenne est un espace économique de près de 500 millions. Et donc, c'est un marché important auquel les États-Unis ne peuvent pas cracher, sur lequel les États-Unis ne peuvent pas cracher. Ouais, donc, ça veut dire que notre démographie doit être pour nous un avantage concurrentiel important pour pouvoir revenir dans le Conseil des Nations. Donc ça, cette prise de conscience, ça doit être un élément extrêmement important. Maintenant que si les dirigeants actuels ou les dirigeants à venir ont pris conscience de cet état de fait, il faut maintenant accompagner ou penser ou repenser les politiques publiques en fonction, je veux dire, des enjeux démographiques
auxquels nous serons confrontés. Donc, moi, mes conseils, c'est de dire à la classe dirigeante actuelle et à la classe dirigeante à venir de se préparer, d'anticiper les enjeux liés à la démographie, les enjeux liés à l'immigration, les enjeux liés à l'agriculture, à l'alimentation, les enjeux liés à la création d'emplois, et que ces enjeux-là vont se multiplier, vont se créer parce que nous aurons une démographie très élevée. Et je voudrais terminer pour dire qu'en Afrique de l'Ouest, simplement, les données de la Banque mondiale disent qu'en 2050, nous serons autour de 1,3 milliard d'habitants, avec le Nigeria qui sera autour de plus de 500 millions d'habitants. Donc ça va poser un problème véritable, un problème réel. Et c'est maintenant que nous devons commencer à réfléchir et à avoir toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir repenser nos politiques publiques et avancer et répondre à ces différents défis qui vont arriver bientôt. Merci, M. Nedro, de vous être prêté, bien sûr, à répondre à nos différentes questions. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission d'Afrique 2050. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro.